Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'être présent aujourd'hui, pour ce webinaire en la compagnie de Fabien Léonard. Je vois qu'il y a encore des gens qui se connectent. On va démarrer, tranquillement ce webinaire. Alors ce webinaire s'inscrit dans une série de thématiques qu'on voudrait organiser. En l'occurrence, celui de vous présenter les sociétés de gestion avec lesquelles on travaille chez Goodvest et surtout les thématiques, les fonds qui font partie de nos thématiques, hein. À l'heure actuelle, on a 6 thématiques présentes au sein de nos allocations d'actifs. Et donc aujourd'hui, je suis avec Fabien Léonard qui va nous parler du fonds Mirova, insertion emploi dynamique. Merci beaucoup Fabien d'être là aujourd'hui, d'avoir répondu présent à notre invitation. Écoute, je te laisse te présenter, ça sera beaucoup plus simple. Oui, merci Geoffrey pour cette invitation. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Fabien Léonard, je suis donc gérant de ce fonds sur lequel on va faire un focus ensemble et un peu plus globalement responsable chez Mirova de la gestion, ce qu'on appelle à impact social, donc ce qui regroupe également le solidaire, les investissements non cotés, dont une partie est déployée dans le fonds qu'on va voir, mais on a aussi d'autres activités. Donc voilà, et je suis un ancien de Mirova, on va dire, hein, qui a été constitué en 2014, mais dans l'aventure depuis l'origine. Alors, vous avez remarqué, on a un chat, hein, donc surtout vous n'hésitez pas à intervenir, à nous adresser vos questions et pour qu'on puisse se consacrer un temps à la fin pour pouvoir échanger avec Fabien. Alors, aujourd'hui, donc on a voulu, hein, vraiment organiser ce webinaire pour vous parler du thème emploi et solidarité et notamment du fonds phare qui compose cette thématique. Excusez-moi. Parce que la volonté qu'on a chez Goodvest, c'est vraiment de pouvoir donner du pouvoir à l'épargne pour avancer dans cette lutte contre le réchauffement climatique. On va voir, il y a différentes problématiques et aujourd'hui, voilà, vous êtes peut-être pas sans savoir que l'épargne a un rôle clé à jouer dans le financement de l'économie réelle et comment on est capable d'aller lutter contre le réchauffement climatique tout en créant de la valeur, créant de la richesse et notamment pour le sujet qui nous intéresse aussi également créer de l'emploi. Alors je vais faire on va repartir, pour ça on va repartir du dernier rapport du GIEC qui est sorti à l'été 2021. Puisque ces dernières décennies, voilà, il y a différents rapports qui sont sortis et l'été dernier est sorti donc le 6e rapport. Alors on pourrait avoir tendance à se dire que c'est un rapport de plus, mais celui-ci nous apporte vraiment de nouveaux éléments quant à la connaissance scientifique sur le climat. Hein, il s'inscrit dans une continuité par rapport aux précédents travaux du GIEC et il vient confirmer certaines hypothèses qui prévalaient auparavant. Alors chaque rapport du GIEC est composé de 3 volets, il faut savoir, hein. Celui qui est sorti l'été dernier, donc c'est le volet scientifique, hein, donc qui fait le point sur la science du climat et on attend pour cette année donc les 2 autres volets, à savoir un second sur l'adaptation au changement climatique et un troisième sur l'atténuation du changement climatique. Donc si on fait un peu l'archéologie, de ces précédents rapports, chacun d'eux affirme qu'il est de plus en plus net que c'est le réchauffement climatique et de causes anthropologiques. Depuis les années 80, on savait déjà dans quelle direction le climat pouvait évoluer. Et dans les années 90, on a commencé à percevoir certains symptômes. Et aujourd'hui, les travaux du GIEC viennent confirmer à 100 que le réchauffement climatique est de cause anthropologique. Hein, il y a notamment de nouvelles études, hein, des études scientifiques qui ont été menées et qui mettent vraiment en avant la corrélation entre les gaz à effet de serre, l'activité humaine et le réchauffement. Et ici, on voit, hein, sur la période, les différents rapports, les différents travaux qui ont été menés, mais surtout on voit que très nettement que ces dernières années, l'augmentation des scénarios
On voit très nettement une augmentation des scénarios climatiques extrêmes et on voit la corrélation avec l'augmentation de entre guillemets, «la consommation de CO2», hein, puisqu'en 30 ans, on a, émis autant de CO2 dans l'atmosphère que, depuis toute la période depuis 1750. Donc il y a, vraiment une intensification des activités humaines ces dernières années et la corrélation avec les événements climatiques extrêmes qui se passent sur la planète. Hein, on sait que le changement climatique, désormais, on le sait que le changement climatique a une inertie de 20 ans. Et ce que nous ressentons aujourd'hui dans notre chair, hein, les événements climatiques qu'on a pu voir, par exemple, en 2021, eh ben, ce sont ni plus ni moins que les effets des émissions des années 2000. Alors, ces dernières années, les données scientifiques, qui sont présentes d'ailleurs sur le 6e rapport du GIEC, et je vous invite à aller le voir plus en détail pour voir les différentes études qui ont été menées. Bah, il y a différents relevés donc, qui ont été faits sur toute la planète depuis ces dernières années et qui nous ont permis donc de modéliser l'évolution du climat. Et on sait désormais projeter l'évolution et modéliser les différents scénarios climatiques selon le fonctionnement actuel du climat. C'est-à-dire qu'on est capable de se percevoir comment devrait se comporter le climat sans l'activité humaine et quelle trajectoire prend le climat selon la pression qu'exerce l'homme dessus. Et donc, on voit ici les projections qui sont faites tant sur les moyennes de température que sur les précipitations dans le monde. Heu, mais alors ça, c'est des projections, mais on peut tout simplement aussi repenser à l'été 2021 et aux incendies qu'a connu la Turquie, le Canada, la Californie, la Sibérie et les inondations qu'on a vues en Inde, en Allemagne, en Belgique et en France. Donc on a vu notamment des inondations très impressionnantes en Allemagne, en Belgique. Il y a eu des épisodes de feu assez catastrophiques. Alors là, en Californie, la Californie, elle connaît des phénomènes phénomènes de feu, pardon, assez récurrents depuis plusieurs années. On voit s'intensifier également des phénomènes de méga-feux. Au Canada, on a vu des températures comme jamais, puisqu'on a atteint les 50 degrés. Alors il faut quand même, hein, pouvoir se représenter ce que ça représente 50 degrés dans l'hémisphère nord. Et puis, les feux gigantesques qu'il y a eu en Turquie et en Grèce qui étaient capables de s'auto-alimenter. Et même là, en ce début d'année, au mois de janvier, on a vu encore des records de température qui ont été battus en Australie avec plus de 50 degrés au mois de janvier. Sur toute l'Amérique du Sud, plus de 40 degrés à Buenos Aires, dans différentes villes d'Argentine, au Venezuela. Et donc, on voit très nettement que les événements climatiques extrêmes s'accélèrent à un rythme sans précédent. Et partout dans la planète, régulièrement, on le voit, combat des records de température, hein, sur des points. Là encore, en Afrique du Sud, au mois de janvier, pareil, il y a eu des records de température. Donc suivant les scénarios, c'est-à-dire suivant notre capacité à réduire nos émissions de CO2, on aura des événements climatiques qui vont s'accélérer. Donc des augmentations des risques de forte chaleur, des précipitations de plus en plus fortes, hein, on le voit, hein, sur les différents planisphères. Et notamment aussi, on va avoir des risques de plus en plus grands sur l'agriculture et des pénuries sur certains types de plantations. Donc ce qu'on a connu en fait cet été en 2021, il n'y a pas besoin de regarder les planisphères, hein, mais en fait très clairement ce qu'on a connu cet été, et ben, ça va se répéter de manière de plus en plus fréquente et de plus en plus intense, et c'est ce qui permet de se dire qu'en fait chaque tonne de CO2 compte. Alors, maintenant qu'on a fait un peu ce constat scientifique, qu'est-ce que ça veut dire pour les financiers? Pourquoi faut-il regarder d'un peu plus près ces éléments et finalement peut-être intégrer ces nouveaux risques? Alors, ça engendre en effet différents risques, des nouveaux risques qui sont à prendre en compte. On va compter le risque physique notamment. Alors le risque physique, c'est quoi? Le risque physique, ce sont les modifications des températures moyennes et des régimes de précipitation qui en augmentant au niveau de leur fréquence et de leur sévérité, vont avoir des conséquences sur les acteurs économiques et sur les portefeuilles d'actifs pour les différentes institutions financières. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle le risque de transition. Alors le risque de transition, ce sont des impacts financiers qui vont être incertains, on va voir qu'ils peuvent être positifs ou négatifs, et qui résultent des effets de la mise en place d'un modèle économique
bas carbone sur les acteurs économiques. Et en effet, lorsque on voit les conséquences scientifiques, on se dit qu'il y a un modèle économique bien bas carbone qui doit être mis en place pour justement limiter ce réchauffement climatique. On le sait, chaque tonne de CO2 compte. Et donc, dans ces conditions-là, eh ben, une stratégie bas carbone va avoir des impacts financiers, alors positifs. Certains acteurs, pour certains acteurs, ça va être une opportunité. Et pour d'autres, ceux qui n'auront pas la capacité d'amorcer le virage bas carbone, eh bien, ça va avoir des répercussions négatives. Et puis, on va avoir le risque réglementaire et ce qu'on peut appeler aussi le risque de responsabilité. Alors, le risque de responsabilité, ce sont les impacts financiers résultant d'éventuelles poursuites en justice pour avoir contribué au changement climatique ou pour ne pas avoir suffisamment pris en compte des risques, pris en compte les risques climatiques. On a des exemples très récents. Shell, condamné aux Pays-Bas l'année dernière, l'État français dans l'affaire du siècle qui a été condamné et on a régulièrement de nouvelles affaires. Et au niveau du risque réglementaire, il y a des impacts fréquents. On peut citer la réglementation SFDR qui rentre en place, des pressions pour certains acteurs économiques. Par exemple, on voit certains grands groupes désormais ont une obligation de transparence sur leurs émissions de CO2 sur le scope 1 et 2. Dans la grande distribution, on interdit les emballages plastiques pour les produits bio, etc., etc. On va avoir des à-coups de plus en plus réguliers d'un matière économique qui vont venir accentuer les pressions. Donc il y a des conséquences directes, notamment pour l'économie, et on le voit là notamment sur ce travail qu'a réalisé la BCE, qui a chiffré à horizon 2050, donc c'est vraiment un horizon qui n'est pas si lointain que ça, l'impact du réchauffement climatique sur le PIB. Et on voit le scénario sur la courbe verte qui intègre donc les dégâts physiques du réchauffement climatique et qui prévoit une baisse du PIB de 12% comparé par exemple à la courbe bleue. Donc si on remet ça un peu en perspective avec la France, on voit que ça fait environ 200 milliards d'euros d'impact, cette baisse du PIB. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas anodin et on se rend bien compte en fait des ordres de grandeur qui commencent vraiment à être conséquents. Et donc dans cette perspective-là, la finance a un réel rôle à jouer parce que comme je l'ai dit en introduction, l'épargne, c'est ce qui va permettre de financer l'économie, soit par la dette, soit par le capital. Or aujourd'hui, l'empreinte carbone en moyenne pour un Français, c'est 11 tonnes de CO2 par an. 11 tonnes de CO2 par an, ça représente 15 allers-retours Paris-New York en avion. Alors, on l'a dit, chaque tonne de CO2 compte. Pour ça, on entend il y a de plus en plus de gestes qu'on fait au quotidien, comme favoriser le covoiturage ou les déplacements à vélo, manger peut-être moins de viande, etc. Mais finalement, la finance a vraiment un rôle à jouer. Encore à l'heure actuelle, on le voit, les investissements dans les énergies fossiles ne cessent d'augmenter. Il faut savoir une chose, l'Oxfam a réalisé une étude là-dessus. Pour chaque euro investi dans les énergies fossiles, c'est 8 euros investis qui sont investis. Pour chaque euro investi dans les énergies renouvelables, excusez-moi, c'est encore 8 euros qui sont investis dans les énergies fossiles. Donc il faut vraiment faire attention à ces effets d'annonce qui peuvent être faits quand vous voyez des grands acteurs qui disent favoriser les énergies renouvelables. Il faut savoir encore qu'à l'heure actuelle, les énergies fossiles représentent une grande part des investissements et plus de 80% de l'épargne à l'heure actuelle est qu'encore investie dans les énergies fossiles, dans l'armement ou dans des entreprises dont les normes en termes de droits de l'homme sont peu strictes. Ça, c'est encore une étude réalisée par Reclaim France. Donc, il y a vraiment une nécessité de coordonner l'effort de la finance sur des actes réels. Alors, il y a quelque chose d'assez intéressant là qui s'appelle la loi Pacte et qui rend obligatoire la finance durable. Il faut savoir que depuis le 1er janvier 2022, tous les assureurs désormais sont tenus sur leur contrat d'assurance vie, leur PER ou même sur les contrats d'épargne salariale de proposer au moins un fonds labellisé ISR, un fonds labellisé Greenfin et un fonds labellisé Finansol. Alors, désormais, vous allez pouvoir retrouver au moins 3 fonds labellisés, c'est obligatoire, c'est dans la loi, sur les différents contrats d'assurance vie. Alors, c'est assez ironique quand on sait que on a certains contrats qui peuvent référencer plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'UC. Donc voilà,
il y a quelques effets d'annonce qui sont faits. Nous, chez nous, Goodvest, la volonté est claire, c'est de pouvoir aligner l'épargne avec cette transition et avec ses convictions, puisque aujourd'hui, chez Goodvest, c'est 96% de notre univers d'investissement, donc de nos fonds qui sont labellisés ISR, Greenfin ou Finansol, et c'est 100% de nos fonds qui sont articles SFDR 8 et 9. Donc tous nos supports d'investissement sont rigoureusement analysés pour respecter des valeurs concrètes et surtout proposer des portefeuilles qui soient compatibles avec l'accord de Paris. Donc pour ça, on se base sur une méthodologie de sélection très stricte, très, très stricte. C'est-à-dire qu'avant de référencer une unité de compte, eh ben, on discute avec les sociétés de gérants, avec les sociétés de gestion et les gérants, par exemple, comme on l'a fait avec Fabien, puisque on va très gentiment leur demander l'intégralité des lignes qui sont en portefeuille et on va exclure en fait tout simplement tous les fonds dans lesquels on va retrouver des secteurs d'activité liés à l'extraction et à la production d'énergie fossile, donc charbon, gaz, pétrole, tout ce qui est lié au tabac, à l'armement, au divertissement pour adultes et aux entreprises violant le pacte des Nations Unies. Derrière, après ce travail de sélection, donc on continue le screening du fonds avec un partenariat qu'on a notamment avec Carbon for Finance qui nous permet d'analyser l'empreinte carbone des fonds et la trajectoire de réchauffement climatique du fonds. Et cette analyse, elle est effectuée aujourd'hui sur le scope 1, 2 et 3. Donc le scope 3, c'est notamment la capacité de prendre en compte les émissions indirectes des différents acteurs économiques. Il ne s'agit pas juste de regarder quelles sont les émissions de gaz à effet de serre dans la production du service ou du bien, ou simplement d'où provient l'électricité utilisée. Non, non, on va aller, avec le scope 3, on va aller beaucoup plus loin pour aller regarder et aller rechercher l'impact, enfin les émissions, d'où proviennent les émissions, en amont et en aval de la chaîne de valeur. La volonté qu'on a et aujourd'hui ce qu'on fait, c'est d'avoir des portefeuilles alignés avec l'accord de Paris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous nos portefeuilles sont en dessous d'une trajectoire de réchauffement climatique de 2 degrés. Ça vient vraiment du travail qu'on effectue sur le screening et le sourcing. Il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, par rapport au travail qu'on a effectué avec notre méthodologie, on va avoir 0,2% des fonds qui vont être compatibles avec l'accord de Paris, ce qui est vraiment ridicule. Il faut vraiment le dire, c'est vraiment minime au vu des centaines et des centaines d'unités de compte qui existent aujourd'hui sur le marché. On a une vraie difficulté aujourd'hui de pouvoir travailler avec des acteurs, des sociétés de gestion qui ont un engagement très fort en termes de stratégie bas carbone. Et donc la volonté qu'on a, c'est donc non seulement de proposer des portefeuilles qui respectent l'accord de Paris, c'est-à-dire qui vont avoir une trajectoire de réchauffement climatique inférieure à 2 degrés, mais c'est aussi vous donner la possibilité d'avoir des portefeuilles qui soient alignés avec vos convictions et avec vos valeurs. C'est-à-dire qu'on va avoir la possibilité de vous proposer des allocations qui respectent donc les thématiques dans lesquelles vous allez souhaiter investir. Donc on a 6 thématiques à l'heure actuelle. On va très vite vous proposer de nouvelles thématiques. Et aujourd'hui, vous voyez, il y a 6 thématiques. Aujourd'hui, on va vous présenter donc un fonds phare chez nous qui est la thématique emploi et solidarité, puisque sauf si vous décidez de ne pas choisir cette thématique, bien entendu, dans votre investissement, mais je pense que Fabien va vite vous faire changer d'avis. Sinon, elle est présente par défaut dans chacun de nos mandats, c'est-à-dire des portefeuilles les moins risqués aux plus dynamiques. Par défaut, vous allez pouvoir retrouver ce mandat. Alors, je laisse la parole à Fabien, notre invité qui va vous parler un peu plus en détail donc, du fonds insertion emploi dynamique et comment on crée finalement de la valeur et comment on crée de l'emploi durable en France.
Alors, merci Geoffrey pour cette introduction et si on prend avec ce qui est à l'écran quelques minutes ou une petite minute pour rappeler un petit peu les fondamentaux de Mirova, on est évidemment extrêmement aligné avec tout ce que tu as dit. Et un tout petit peu d'histoire, Mirova est une des sociétés de gestion du groupe BPCE de Natixis, mais on a construit ça en se basant sur des expertises très anciennes, notamment le fonds qu'on va voir ensemble, qui est le plus vieux de notre gamme, qui date du milieu des années 90. Donc, Mirova ne s'est pas créé en 2014, mais a récupéré des expertises et les a développées en s'appuyant sur une volonté forte de ne faire que des fonds, de ne proposer que des fonds qui intègrent des critères extra-financiers dans leur process de gestion. Et ça, c'est une particularité. Donc, on est totalement aligné avec la volonté de Goodvest. Donc, tous les fonds qui ont été récupérés étaient déjà comme ça, et tous ceux qu'on a créés depuis le sont évidemment. On a aussi une particularité, ça a été cité, article 9, cette nouvelle réglementation SFDR. On est un des rares acteurs dans le monde à avoir tous nos fonds qui sont article 9 sur 9, donc le plus haut niveau d'exigence. Autre particularité, on a 7 classes d'actifs. On va parler beaucoup aujourd'hui de action, un mélange action solidaire, un truc un peu bizarre et baroque, mais qui peut avoir de l'intérêt. Mais on a également toutes les classes d'actifs, les obligations cotées, le private equity, les fonds de transition énergétique, le capital risque, donc le solidaire et les fonds diversifiés. Donc on a toute la gamme, ça aussi c'est très particulier. Évidemment, tous nos fonds, ça va sans dire, mais sont alignés dans la trajectoire qui a été bien rappelée du GIEC qui nous le dit gentiment depuis le début des années 90 quand même, qu'il faut être dans une trajectoire moins de 2 degrés. Donc tous nos fonds sont en dessous de cette trajectoire de 2 degrés avec la même approche que vous. Goodvest, c'est évidemment le scope 3, parce que c'est trop facile d'oublier que, par exemple, pour faire du pétrole, on émet du pétrole quand on le produit, et puis les bureaux des compagnies pétrolières émettent du CO2, mais c'est surtout l'utilisation du pétrole dans un moteur, c'est le scope 3 qui fait des émissions. C'est l'utilisation du produit qui fait des émissions. C'est pas tant que de produire que l'utilisation qui est émettrice. Il faut en tenir compte, on en tient compte évidemment. Autre particularité de Mirova, et j'en finirai là, c'est qu'on essaye de mettre en application l'exigence qu'on apporte, qu'on demande aux sociétés qu'on accompagne en tant qu'investisseur. Donc, on est société à mission et labellisé B Corp, ce qui, dans un groupe comme BPCE, peut paraître étonnant, mais voilà, c'est aussi la volonté d'être aussi aligné avec ce qu'on demande. Et un dernier petit mot sur les encours. Mirova, c'était 4 milliards d'encours en 2014. On est à 26 fin septembre. On se rapproche de 28 ou 29 fin 2021. Donc, on avait cette intuition que ces sujets, le croisement environnement, social et performance étaient au cœur des préoccupations des épargnants. On a la preuve puisque on a eu beaucoup de collectes, beaucoup de succès et une grosse attention à tous ces produits, toutes les classes d'actifs confondues ces dernières années. Voilà pour le petit mot sur Mirova. Merci. Mais alors, merci beaucoup pour cette présentation. Mais alors, pourquoi avoir voulu mettre l'emploi au cœur de votre approche aujourd'hui comment on crée de la valeur, comment on crée de la richesse en faisant un focus sur l'emploi? Quelle est la stratégie? Alors l'idée est que quand on applique des critères ESG, on a parlé beaucoup du climat parce qu'on le sent dans notre chair et évidemment c'est une urgence au niveau de la civilisation humaine, on va dire comme ça. Mais dans l'ESG, il y a aussi le S qui est important. Le S, c'est les critères sociaux. Et on a un peu tendance, en tous les cas ces dernières années, un peu à oublier ça. Mais chez Mirova, on ne l'oublie pas parce que, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, finalement, le fonds dont on parle était le plus vieux qu'on ait récupéré du périmètre de Natixis. Il avait mis au cœur de sa stratégie dès 1994 l'accès à l'emploi comme premier filtre d'investissement. Donc, pourquoi est-ce que l'accès à l'emploi est important? Alors d'abord, une chose, là, sur l'écran, il y a quelques pastilles, vous allez reconnaître les objectifs de développement durable de l'ONU. Ils ne sont pas tous là, mais il y en a un qu'on a à cœur d'accompagner, c'est le 8, c'est travail décent et croissance économique. Le lien entre avoir un travail, la croissance, s'il n'y a pas de salariés, s'il n'y a pas de force de travail, il n'y a pas de croissance, donc il n'y a pas de richesse. Ça, c'est important, mais aussi les objectifs 1 et 10,
qui sont pas de pauvreté et réduction des inégalités, parce qu'on est tout à fait convaincus, et pas que nous, l'ONU en général, hein, et l'Organisation internationale du travail, que avoir un job, avoir un accès à être inséré par le travail, ça réduit la pauvreté et c'est ce que je veux dire, c'est que faire des économies d'énergie si vous êtes à la rue ou au chômage en longue durée, c'est le cadet de vos soucis. Bien manger, c'est le cadet des soucis, malheureusement, hein, si vous n'avez pas un job. Donc, dans les besoins primaires, l'accès à l'emploi, l'accès à la formation à l'emploi, c'est clé. Pour nous, c'est clé. Alors, la question, c'est comment adresser ça. C'est très difficile. Vous allez voir comment est-ce que nous, on a pris ce sujet à bras-le-corps dans ce fonds, mais c'est compliqué. C'est aussi pour ça que c'est resté très, très niche. Ce sont les plus vieux fonds ISR thématiques en France, mais c'est aussi les plus petits, parce que c'est compliqué à faire et que finalement, il y a eu un énorme développement des fonds environnement, parce que la compréhension est plus facile, parce que c'est aussi plus facile de trouver des business models purs, ENR, pur carbone ou carbone free, alors que c'est plus compliqué sur l'emploi. Alors, juste un mot, donc ça fait 25 ans qu'on fait ça, 27 ans, vous voyez que malheureusement, on n'a pas réussi à éradiquer le chômage pour autant, puisque malheureusement, en France, le chômage est toujours très élevé, même si les chiffres récents sont plutôt meilleurs que la moyenne que vous avez à l'écran de 9% de taux de chômage, qui est quand même un record en zone euro. 22% pour les jeunes et pour les plus fragiles, jusqu'à 90% de taux de chômage d'autistes, hein, une honte absolue. Donc, un fonds comme celui-ci, on ne dit pas qu'on va éradiquer tout ça, on dit juste qu'il y a une vraie demande. Il y a une vraie demande pour les épargnants d'essayer de se dire à quoi sert mon épargne. On est très aligné sur l'idée que l'épargne a une force. Et ce qu'on va essayer de faire avec ce fonds, c'est de garantir que tous les investissements sont créateurs d'emplois. Et en France, ça c'est important parce que vous voyez les chiffres sont en France, puisque c'est un fonds qui est, ça a déjà été dit un petit peu, il a un caractère solidaire qui ne peut pas être vendu en dehors de la France. Donc tout l'argent qui est dans ce fonds appartient des Français. Donc on veut que l'épargne de ses clients français, institutionnels ou particuliers, ait un impact social en France. Et quand on en a un en France, on en a souvent un également hors de France. Oui, c'est vrai que c'est très important de rappeler ces éléments-là, Fabien. Pour les épargnants français, alors on a parlé d'environnement et c'est vrai, c'est un sujet clé, mais l'aspect sociétal est d'autant plus important. Il faut le rappeler que aujourd'hui, c'est quasiment 70% des épargnants qui souhaitent que leur épargne ait un impact sur, sur le monde, j'ai envie de dire. Et les deux premiers critères qui sont attendus, c'est vraiment l'environnement et la pollution. Et après, tout de suite après, c'est l'aspect sociétal. La gouvernance d'entreprise, finalement, on le voit dans ce qui a été réalisé, c'est vraiment la dernière approche qui peut être attendue. Mais alors, du coup, quelle est votre stratégie pour vraiment investir dans l'économie sociale et solidaire et créer ainsi cette valeur. Alors juste un petit point, je ne sais plus si je l'ai dit, n'hésitez surtout pas à poser vos questions sur le chat hein, pour qu'on puisse y répondre par la suite. Hein. Alors, la façon dont on procède sur ce fonds et la structure qui est à l'écran de fonds, quand on regarde les parties centrales et à droite, les deux parties qui composent ce fonds, et bien en tête que c'est comme ça depuis 1994, ça n'a pas bougé. Et en fait, ce fonds a inventé une catégorie qui n'existait pas à l'époque, qui essaye de faire quelque chose d'un peu hybride, c'est-à-dire de 90% d'actions, entre 85 et 90% d'actions. Donc, un fonds risqué qui va apporter des capitaux longs sur les marchés cotés, avec une approche extra-financière. Évidemment, le label, j'en parle même pas, mais ça a été rappelé, c'est la moindre des choses que nos fonds soient labellisés. Mais à côté de ça, dès 1994, l'idée, c'était de se dire qu'il faut mettre à côté, pour avoir encore plus d'impact et surtout pour aller financer des secteurs qui n'ont pas accès à l'épargne publique, qui ne peuvent pas lever de l'argent sur les marchés, c'est d'aller financer l'économie sociale et solidaire en ayant une poche solidaire qui est comprise entre 5 et 10%. Et ça, c'est un ratio qui est devenu réglementaire. L'AMF, enfin la COB à l'époque, la Commission des opérations de bourse, s'était adaptée à cette nouvelle approche en encadrant ce ratio en disant 5% minimum, mais 10% maximum, puisqu'on est dans le monde du non coté, et pour ne pas finalement faire changer la nature du fonds. On utilise ce qu'on appelle dans notre jargon le ratio poubelle, c'est-à-dire on peut faire de 0 à 10% autre chose que ce qu'on met massivement dans le fonds. Donc c'est un fonds action à 90% avec dans sa poubelle. Pour nous, c'est pas sa poubelle, au contraire,
C'est ce qu'on met en haut de l'étagère, c'est la partie solidaire non cotée. Et on va détailler un petit peu comment est-ce qu'on fait ça. Donc voilà. Donc, en fait, ce fonds a une double proposition, hein. Et le défi permanent pour nous, c'est que la partie cotée, qui est le moteur de performance du fonds, ait un impact social sur des titres cotés en bourse et évidemment passe nos filtres ISR. Et en deux mots, soit cohérente avec ce qu'on va faire sur la partie solidaire qui est, je vous le rappelle, la partie solidaire, elle est méconnue, mais c'est accompagner les structures et surtout les personnes les plus faibles de la société. Alors, on parle de l'insertion, c'est-à-dire des gens qui étaient vraiment en chômage longue durée pour revenir, pour retrouver un job, retrouver un compte en banque, un toit au-dessus de la tête. C'est ça l'insertion et on finance. Si le fonds s'appelle Insertion Emploi, ce fonds n'a jamais changé de nom. C'est pour ça, on est le premier financeur de l'insertion en France. On fait aussi de l'accompagnement pour le handicap. Malheureusement, les handicapés ont un accès au marché qui est très faible, marché de l'emploi qui est très faible. Donc, il y a des structures qui font ça, on les finance. Et l'économie circulaire, les associations et les SCOP, les coopératives. Voilà, c'est ça le monde solidaire et on fait ça avec trois parties qui sont à l'écran. C'est des financements directs, des financements, on va dire, quasi bancaires. On fait ça avec France Active, qui est une grosse association d'accompagnement du solidaire en France depuis, pareil, l'origine. Ce fonds a été créé avec cette association qui est adossée à la Caisse des dépôts et qui a une vocation d'utilité publique, c'est d'accompagner le monde de l'économie sociale et solidaire en financement, notamment avec l'argent qu'on leur apporte, mais aussi en proximité, en compétences. Parce que c'est un monde où il y a beaucoup de bonnes initiatives, mais ça manque de moyens, ça manque d'encadrement, ça manque de réseau, et c'est ce que fait France Active. Donc, les billards et les actions France Active Investissement, qui sont en fait une façon pour nous de déléguer à France Active l'investissement là, c'est une quarantaine de millions d'euros aujourd'hui, qui sont délégués et ils vont investir, on va voir des exemples tout à l'heure, à grande échelle en France, plein de projets qu'on ne peut pas nous financer directement. Ils ont une masse et une échelle, ils sont 650 salariés, 2000 bénévoles, c'est une énorme machine. Mirova, on est 150 en France, enfin dans le monde, on peut pas lutter. Donc on est vraiment adossé à France Active et puis on a aussi un autre biais de financement qui est un fonds solidaire qui est géré par Mirova, qui est géré dans mon équipe et qui est le plus vieux fonds solidaire en France de ce type, un FPS, qui est un outil dédié où on prend des participations en fonds propres et en dette, des accompagnements en financement de dette pour des sociétés de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, ça c'est la partie d'un côté, on va voir des exemples de l'impact, comment est-ce qu'on fait ça. Et puis à côté, on a notre partie côté, c'est le cas de le dire, donc action côté ISR, massivement en Europe, c'est un fonds PEA, donc 75% d'actions européennes au moins. Et un critère, une approche originale et exigeante, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on doit passer le filtre ISR. Donc, on a les mêmes filtres que vous. Évidemment, il faut que les sociétés soient dans une trajectoire qui apporte quelque chose au monde. Si c'est juste pour faire de la pollution et faire qu'on meurt tous demain, ce n'est pas l'idée d'un fonds ISR. Donc, évidemment, on a un premier filtre, c'est celui-ci. Et le second, qui est le plus compliqué, c'est qu'il faut en plus que les sociétés soient installées en France et une perspective de création d'emplois en France. Et ça, c'est compliqué parce que personne n'investit comme ça. On est les seuls investisseurs à intégrer ce critère. Et ce critère est là pour être cohérent avec la partie solidaire. Parce que si je vous dis j'ai un super fonds ISR, mais toutes les sociétés que j'ai dans mon fonds détruisent de l'emploi en France parce que c'est vachement super de détruire de l'emploi en France pour la performance. Mais je vous rassure, je fais de l'insertion pour les chômeurs longue durée sur la partie solidaire. Il y a un petit problème de cohérence dans notre approche. Donc, pour faire ça, pour être cohérent, on va essayer de garantir, ce n'est pas une garantie, c'est un espoir, que les sociétés dans lesquelles j'investis vont créer de l'emploi demain. Et ça, c'est la promesse, mais on va aussi, une fois que c'est lancé, on va vérifier que c'est le cas et on va regarder ça tout à l'heure. Donc, on a bien un double impact. Et tout ça à la recherche, avec une recherche de performance. On ne se cache pas derrière notre petit doigt. Des fonds comme ceux-là doivent offrir à leurs clients une performance qui est de bonne tenue sur le long terme. Merci Fabien, mais alors du coup, alors c'est très bien d'avoir, si je puis dire, un peu cette approche sur du no-côté, mais pour quel type de client est destiné ce fonds? Quel profil de risque? À quel profil de risque est attendu sur ce type de fonds? Et puis surtout, moi je me pose un peu des questions, comment ça se passe quand il y a un peu des tensions sur les marchés du travail pour aller chercher de la performance tout en créant de l'emploi?
Alors, ça fait beaucoup de questions. Il faudra me rappeler si j'oublie de répondre à une. Mais premièrement, sur les clients, on va dire jusqu'au début des années 2010, c'était surtout un fonds présent chez les institutionnels. C'était pas distribué dans les réseaux, ni les réseaux de notre grand groupe BPCE, ni les autres. On s'est dit quand même que cette approche pouvait avoir du sens. Ça a été rappelé, tu l'as rappelé. Les épargnants veulent comprendre à quoi sert leur argent de plus en plus, mais c'était déjà le cas finalement il y a 7-8 ans. Donc on a ouvert ce fonds aux particuliers dans notre maison et ailleurs, et un peu à l'épargne salariale aussi, tout en gardant la base qui était à l'origine, la base d'institutionnel. Et ça a très très bien marché parce qu'aujourd'hui, si on fait, donc on est passé de 100% Instit à un fonds qui a 40% retail, donc on va dire des particuliers, surtout via l'assurance vie, 40% en institutionnel, qui sont toujours là, mais qui n'ont finalement pas beaucoup souscrit, mais se sont fait diluer par ceux qui sont arrivés, et puis 20% en épargne salariale. Donc c'est un fonds, j'allais dire tout public, si tant est que le public ait bien compris ce qu'on fait. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, tout ce qu'on a expliqué jusqu'à là, pourquoi on le fait et comment on le fait, ça va faire que c'est un fonds un peu particulier qui a une façon d'investir qui n'a pas d'équivalent. Donc, c'est très compliqué de le comparer à quelque chose, que ce soit un indice ou d'autres fonds. Parce qu'il faudrait trouver des fonds qui aient la même exigence, la trajectoire carbone en dessous de 1,5 degré, plus cette notion des CFDR 9, c'est un impact annoncé et mesuré avec des performances d'impact. Vous allez voir le rapport d'impact qu'on a. Donc on n'a pas beaucoup d'équivalents, mais il n'empêche que ça reste un fonds action risqué. On voit là, sur les 5 dernières années, on a eu des exercices très, très variés avec une volatilité extrêmement forte, par exemple en 2020 ou même en 2021. Bon, c'est un fonds qui doit passer à travers tout ça, mais c'est un fonds action qui a une volatilité importante. En revanche, il n'est exposé qu'à 90% et pas à 100%. Donc, le solidaire, bon, je ne l'ai pas dit, mais on attend un impact social très fort pour les plus fragiles, mais on n'attend pas une performance forte du solidaire. On est entre 0 et 1% par an. Les années normales et les mauvaises années type Covid où franchement l'économie s'effondre, on peut être plutôt à 0, entre 0 et moins 0,5. Bon, enfin, comme le monétaire est à moins 0,5, ça fait pas tellement mal, mais il n'y a pas de performance sur le solidaire. Il y a de l'impact social, ça c'est sûr. Toute la perf qui est à l'écran, c'est la partie côté qui l'apporte. Et alors, comment est-ce que ça se comporte, un fonds comme celui-ci? Il se comporte en période de tension sur le marché de l'emploi, ce qui était ta question. On en a eu vraiment un test massif, c'est le Covid. Le Covid, une partie de l'économie s'arrête complètement, tout le monde reste chez soi, l'économie s'est effondrée, le chômage a explosé. Alors, moins en France qu'ailleurs, parce qu'en France, on a des capacité de, comment dire, le marché est rigide, mais souvenez-vous, aux États-Unis, le marché de l'emploi s'est effondré très très rapidement, pour reprendre aussi vite derrière, mais il n'empêche qu'on a eu un test majeur. Et il a fallu quand même que le portefeuille assure à ses porteurs qu'en 2020, on ait une performance financière, alors en l'occurrence qui était très bonne, parce que le fonds était positif là où les marchés étaient négatifs, mais ça c'est une chose, mais que ce ne soit pas au prix de l'emploi à la fois de nos clients, parce que nos clients sont peut-être salariés des sociétés dans lesquelles on investit, mais surtout que ce portefeuille qui fait une 50aine de lignes, il n'y en ait pas déjà 25 sociétés qui disent moi, à cause du Covid, alors soit parce qu'il y a un vrai problème lié au Covid, soit parce qu'il y a aussi des opportunistes qui se disent chic, il y a le Covid, moi je vais faire ma petite charrette au passage. C'est arrivé, pas dans notre fonds, mais c'est arrivé. Il y a plein de sociétés qui en ont profité, malheureusement, cyniquement pour faire ça. Bon, il ne fallait pas qu'on ait ça. Et comme on l'a mesuré en 2021, parce qu'il y a toujours un décalage entre la mesure d'impact et l'année dans laquelle on est, je peux vous dire qu'on n'était pas hyper confort, qu'on a dû ajuster le portefeuille. Donc, dans une année comme 2020, on a dû faire quelques ajustements, sortir des titres qui sont dans des secteurs qui sont hyper exposés au Covid et qui le sont encore, et sur lesquels l'impact social va être trop fort sur les 3 prochaines années. Donc, quand on se met en 2020, la question qu'on se dit, si on est en 2020, est-ce qu'en 2022, d'ici 2022-2023, la perte éventuelle d'effectifs liés au Covid ou à autre chose va-t-elle être compensée par un rebond, c'est-à-dire un peu comme en bourse, vous perdez 10, mais vous pouvez gagner 20 derrière. S'il y a eu un espoir de rebond dans les 3 ans, pas de problème, on garde les titres. S'il n'y a pas d'espoir, en 2 mots, on est dans des trajectoires, on ne voit pas, ce qui fait que
dans les 3 prochaines années, l'effectif va récupérer la perte potentielle, on sort des titres. Ça arrive rarement, mais on l'a fait en 2020. Ça a concerné 8% du portefeuille, ce qui n'est pas beaucoup, mais ça n'a jamais été aussi fort. Et ça, il faut vraiment avoir en tête ça. Mais il y a beaucoup de lignes et beaucoup de sociétés qui nous ont dit droit dans les bottes en 2020, moi, j'ai pas recruté, j'ai eu mes démissions classiques et puis mon effectif baisse un peu. Mais rassurez-vous, en 2021, 22, 23, ça va repartir aussi vite dès que l'économie repartira. J'ai en tête notamment les services informatiques type Capgemini, où ils ont une baisse d'effectifs. Ce sont des gens qui recrutent en mars. Les gens partent en mars parce qu'il y a eu les bonus, et c'est très classique, ça tourne en mars, et ils recrutent des jeunes diplômés en septembre. Entre-temps, il y a eu le confinement, ils avaient zéro visibilité, ils ont très peu recruté en septembre, donc ils nous ont dit en 2020, notre effectif baisse. Mais rassurez-vous, en 2021, ça va repartir. Au premier semestre 2021, ils avaient compensé toute l'année 2020 et plus embauché en net. Donc voilà, on n'a pas lâché évidemment ce genre de société. Donc voilà, ça c'est notre métier. Et en termes d'évolution du fonds, ce qui est important pour nous, c'est qu'il y ait des performances qui peuvent être bonnes en ligne avec les indices. Attention aux indices, parce que les indices n'ont pas une trajectoire carbone, ça a été rappelé. Les indices n'ont pas d'impact social, parce qu'ils ne créent pas beaucoup d'emplois, vous allez voir tout à l'heure. Et donc on nous compare à des choses qui n'ont rien à voir. Mais il n'empêche que notre objectif, c'est d'offrir des performances robustes, quelles que soient les conditions de marché. Donc là, on voit qu'on a eu plusieurs conditions de marché, mais au final, c'était plutôt pas trop mal, tout en ayant cet impact et une volatilité qui est en cible inférieure à celle des marchés. Donc, on a une volatilité sur les 5 dernières années de 14% contre 16%, ce qui est aussi le signe que intégrer la création d'emplois dans la sélection de valeurs, ce qui est le cas, parce que tous les titres doivent passer ce filtre. Pour nous, mais c'était une intuition quand on a fait ça, mais c'est la réalité, ce sont des sociétés qui sont moins risquées que les autres. Parce que si on prend la chose à l'envers, si je viens vous voir en me disant j'ai une super boîte, on est 1000 salariés, on sera 2000 demain, moi je vais me dire ça c'est bien, ça veut dire que c'est une société, si elle a une probabilité d'embaucher, c'est qu'elle doit aller bien. Et puis si inversement, donc c'est pas très risqué, et si inversement je viens vous voir en disant on est 1000, je ne sais pas si demain je serai 800, 1200 ou 500, je vais me dire, ça c'est sympa, mais enfin, il y a zéro visibilité. Le mec ne sait pas ce qu'il fait. Soit il ne sait pas ce qu'il fait, soit il est sur un secteur très, très compliqué. Franchement, ce n'est pas la même perf. A priori, je ne vais pas valoriser ça de la même façon. Donc, nous, on a clairement, par construction, puisqu'on regarde l'emploi comme une dynamique future et que c'est le filtre de construction du portefeuille avant ensuite d'analyser les boîtes une par une, on a plutôt des sociétés qui vont bien, donc ce qu'on appelle qualité-croissance. Alors, ça peut être très apprécié par les marchés ou très, très détesté par les marchés. Depuis le début de l'année, c'est détesté par les marchés. Tout le monde a balancé toutes les sociétés qu'on adorait en 2021, en 2020, hop, moins 15, moins 20, moins 30 en 20 jours. Très bien. Si on tire la courbe, ça fait moins 80 sur l'année. Moi, j'y crois pas. Donc, je suis assez serein. On se prend des bonnes claques, mais serein sur le fait que les sociétés qu'on a dans notre fonds, c'est pas parce qu'il y a une petite hausse des taux aux États-Unis qu'elles vont perdre leur croissance et leur capacité à créer de l'emploi, parce qu'on crée de l'emploi quand on est en croissance. Ça, c'est une chose évidente. Je ne connais pas de société en difficulté qui crée de l'emploi. Donc, voilà, ça, c'est quand même important à avoir en tête, mais il faut que ce soit compris par ceux qui font la promotion du fonds ou ceux surtout qui mettent leur argent dedans. Donc, c'est pour ça que je passe beaucoup de temps à expliquer cette approche dont il faut bien comprendre les ressorts. Et après, surtout, ce qu'on recherche, évidemment, c'est l'impact social qu'on doit mesurer. Et j'espère qu'il y aura un petit mot là-dessus. On aura le temps. Mais oui, parce que c'est quand même, ça nous intéresse. Et bon, concrètement, quel est l'impact en termes d'emploi et de carbone avec ce type d'investissement? Alors c'est bien là tout l'objectif. On a vu le côté risque-rendement, mais maintenant, le plus important, c'est de le mettre avec la troisième dimension dans tout ça, parce que pendant longtemps, on faisait que de la perf. Après, on a dit risque-rendement. Bon, nous, chez Mirova, depuis longtemps, on fait risque-rendement-impact, parce que c'est super d'avoir de la perf, c'est pour avoir un impact catastrophique, ça veut absolument rien dire, et surtout, c'est enterrer nos enfants à l'avance. Donc, là, on a les mesures d'impact. J'espère que c'est lisible. Alors, moi, je n'ai pas mes lunettes, mais enfin, moi, j'ai à peu près les chiffres en tête. On va commencer par l'impact carbone. Ça a été beaucoup dit. La trajectoire carbone, scope 3 du fonds, c'est 1,5 degré. Les indices, c'est 3,7, je crois que je vois. L'indice qu'on calque au fonds insertion emploi, c'est 3,7. Donc, si vous investissez aveuglément dans les indices, vous êtes sur des trajectoires où, franchement, il va faire très, très chaud. Et les plus fragiles vont clairement, ça va être des réfugiés climatiques. Donc, nous, on a pris ça en compte depuis le début et ça nous semble une évidence, on n'en parle presque plus. Mais
ayant en tête qu'on ne fait pas de la création d'emplois au détriment du climat. Les deux se croisent très bien et en 2020, pour revenir sur 2020, la partie du fonds qui a créé le plus d'emplois, c'était les énergies renouvelables. Parce que les énergies renouvelables, ça crée beaucoup d'emplois et il y a beaucoup de croissance. Ça n'empêche pas que depuis le début de l'année, ça fait moins 20. Mais sur long terme, on verra sur long terme. Alors, ça, c'est l'impact carbone. L'impact emploi, il est compliqué à mesurer. J'ai expliqué que comme c'est notre filtre, notre biais, on a des outils, on a des partenariats pour suivre toutes ces nouvelles-là avec les sociétés dans lesquelles on investit, à qui on parle. Elles doivent nous donner des chiffres et on va faire un calcul compliqué. Toute société en portefeuille, on va prendre le poids dans le portefeuille et la variation des effectifs année après année en France, retraités des fusions-acquisitions. Et ça va nous faire une perf emploi. Performance emploi, c'est la variation pondérée des emplois des sociétés en portefeuille chaque année, et puis sur 3 ans, sur 5 ans, sur 7 ans. Et l'année dernière, enfin là, c'est les chiffres de 2020 pour le Covid. Pour 2021, on n'a pas encore le résultat, parce qu'ils n'ont même pas publié leurs chiffres financiers. Donc, on n'a pas les chiffres emploi. Mais pour 2020, année de Covid, plus 4% pour les sociétés en portefeuille. Ça veut dire que les emplois des sociétés en portefeuille pondérés du poids qu'on met sont montés de 4%, alors que le chômage a monté et que dans le CAC, on était à moins 0,5 ou moins 0, j'arrive pas trop à voir, moins 0,6. Donc voilà, ça c'est quand même un bon signe. Et surtout, ce qui est plus intéressant, c'est de prendre de la distance, parce qu'on fait ça depuis plusieurs années. Et sur 7 ans, ça fait 23% pour notre portefeuille, 2% pour le CAC. Parce que le CAC, c'est super, mais le CAC, c'est 3,5% ou 3,7 degrés de réchauffement climatique et pas du tout, enfin quasiment pas de création d'emplois. Parce qu'il y en a qui en créent. On a parlé de Capgemini où il y a des secteurs qui créent de l'emploi en France, mais il y en a beaucoup qui en détruisent. On n'en parle pas parce qu'on préfère mettre ça sous le tapis, mais nous, on le regarde. Et je ne suis pas là pour faire le procès de ceux qui détruisent de l'emploi, ce n'est pas mon problème. Mais en tous les cas, c'est une réalité. Donc voilà. Donc après, dans le rapport d'impact que vous pouvez voir en ligne sur notre site, vous avez plein de calculs qui permettent d'analyser cette variation sur l'emploi qu'on peut corréler avec la performance financière. Et on voit que sur très long terme, plus les sociétés créent des emplois, plus elles ont des perfs financières positives dans notre portefeuille. Ce qui nous rassure sur le fait que ce n'est pas un mauvais critère. Parce qu'on dit toujours l'emploi, c'est un critère ancien. C'est-à-dire, en macroéconomie, on dit on regarde l'emploi, c'est trop tard. Mais nous, on regarde l'emploi de demain. Enfin, on essaye d'anticiper l'emploi de demain, les plans d'investissement. Quel est le secteur sur lequel j'investis? Est-ce que c'est le secteur d'avenir ou est-ce que c'est le secteur qui va fermer demain? Ça nous permet quand même de recroiser à peu près ça. Donc, on a un beau rapport d'impact qui est fait avec la recherche extra-financière de Mirova. Je ne l'ai pas dit, mais Mirova, dans ses particularités, c'est évidemment qu'on s'appuie sur une énorme équipe de recherche d'une quinzaine d'analystes extra-financiers qui ne font que regarder tous les projets, cotés et non cotés, sur l'angle de l'impact environnemental, social et la gouvernance. Donc voilà. Et tout ça, tous ces impacts positifs qu'on mesure année après année, c'est avec un fonds. On a parlé de son histoire là, ces dernières années. Depuis fin 2014, il faisait 250 millions, il fait 1 milliard aujourd'hui. Donc, on a accompagné la croissance des encours tout en étant toujours aussi exigeant sur l'impact carbone et sur cette perf emploi. Donc, voilà, quand on parlait de promesse, la promesse, c'est d'avoir des perfs robustes sur long terme, un impact carbone minimum et un impact emploi, je ne vais pas dire maximum, parce que je ne cherche pas à maximiser la variation. Si je voulais maximiser la variation, je ne mettrais que des super small caps en IT, en techno. Ce n'est pas l'idée. J'essaie de diversifier le plus possible le fonds pour ne pas être monosecteur. Parce que si on veut maximiser la performance emploi du fonds, on va aller sur les 2 ou 3 secteurs qui sont le plus comme ça, mais ce n'est pas l'idée d'un fonds comme celui-ci, surtout avec une taille d'1 milliard. Et juste un petit mot, parce qu'on a parlé des labels ISR et Finansol. Finansol, c'est la garantie que la partie solidaire dont on a parlé est bien solidaire. Il y a un labellisateur extérieur qui vient regarder ce qu'on fait pour être sûr qu'on n'est pas dans du solidaire bashing ou solidaire washing, pardon. Ça, c'est important. On est le plus vieux fonds labellisé Finansol. En fait, le fonds a été lancé avant le label, pour vous donner une petite idée. Donc voilà, ça, c'est important. Et on a aussi un label relance sur ce fonds, puisqu'on accompagne de façon permanente, en côté et en non-côté, des sociétés françaises des petites tailles. Donc ça, c'est le label relance qui a été lancé par Bercy en 2020. Voilà, j'espère que j'ai été exhaustif. Oui, très exhaustif, mais on a un peu, allez, si on a encore 5 petites minutes avant de passer aux questions du public, et je vois qu'il y en a quelques-unes. Est-ce que tu as la possibilité de nous donner quelques exemples de sociétés cotées et non cotées
pour justement illustrer un peu cette approche. Allez, si on peut faire ça rapidement, s'il nous reste un peu de Oui, temps. oui, très très vite parce que en plus là c'est à l'écran et chacun va pouvoir lire. Mais bon, deux choses, c'est que pour chacune des parties du fond, la partie solidaire à droite, la partie côté à gauche, l'idée d'être transparent, que les porteurs ou les gens qui s'intéressent au fond comprennent ce qu'on met dans le fond, c'est pour nous clé. Donc on a des cartes interactives, vous vous promenez région par région, vous allez voir ce que finance avec notre argent France Active dans les régions droite à gauche, avec des exemples sur la partie solidaire, c'est la moins connue, mais voilà, je parlais un petit peu d'économie circulaire, donc on va faire un impact environnemental fort, c'est-à-dire récupérer du matériel, par exemple de santé, qui va être reconditionné pour être vendu d'occasion moins cher, en insertion avec des publics fragiles à qui on apprend un nouveau métier. Donc, vous avez quelques exemples. Le logement social, évidemment, on est un des plus gros, le plus gros financeur historique d'Habitat Humanisme qui est là pour accompagner les familles qui ne peuvent pas se loger. Et heureusement qu'il y a des fonds solidaires et des clients comme les vôtres qui viennent mettre un peu d'argent dans nos fonds et que nous, pour un rendement faible, on va faire de l'immobilier locatif à très très faible comment dire, à très très faible rendement, mais avec un impact très 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 fort, parce qu'on peut aussi s'amuser à aller chercher des SCPI qui maximisent les loyers à 15%, mais c'est pas l'idée d'Habitat Humanisme. Donc voilà, la partie solidaire, c'est d'abord l'impact social sur le logement, sur l'économie circulaire, sur l'insertion. Je l'ai expliqué, mais ça peut être en économie circulaire, mais il y a aussi des très grands groupes d'insertion comme l'Avarap, qui a plusieurs milliers de salariés et qui remet des gens dans le système. C'est ça le système de l'insertion. Donc on intervient sur des très gros acteurs en direct et avec France Active, plein de petits acteurs. Et le handicap, ça c'est aussi une grande cause pour nous depuis longtemps. On accompagne des structures qu'on appelle les entreprises adaptées qui ont besoin de capitaux patients comme nous, en dette ou en fonds propres, et qui ne sont pas des fonds rapaces. Donc voilà ce qu'on fait sur la partie solidaire, mais vous irez vous promener dans la carte. Sur la partie côté, là encore, on se promène région par région, on regarde un peu ce qui s'y passe, parce que chaque société est identifiée, on lui parle, on sait où sont ses activités industrielles, commerciales, ses bureaux, ses centres de recherche. Donc, on est capable de les mettre sur des cartes interactives qui permettent si quelqu'un habite à Bordeaux, de se dire, bah oui, je passe tous les jours devant ce bureau CGI. Qu'est-ce que c'est CGI? C'est de l'informatique. Ah oui, bah tiens, ils sont dans le fonds machin, ils sont dans le fonds insertion emploi, c'est des Canadiens. Bah, je n'avais pas pensé, mais en effet, ils ont 200 salariés et je passe devant tous les jours. Ce lien avec le terrain, c'est hyper important pour nous parce que, évidemment, quand on mesure des emplois, c'est des gens, c'est vous et nous. Et ça, c'est pas habituel dans notre métier. Donc, je vous ai mis en dehors de ceux qui sont à l'écran dans la région bordelaise, mais quelques exemples de sociétés qu'on accompagne, qui sont dans le portefeuille. Et si elles y sont, c'est qu'on est convaincu qu'il y a une bonne qualité extra-fi. Ça passe les filtres ISR. C'est dans la trajectoire carbone de degrés et moins, et que ça devrait créer de l'emploi demain, que ça en a créé avant et que ça devrait en créer demain. Alors, on peut se tromper, évidemment, on peut avoir des accidents, ça arrive, mais parce qu'on fait de la prévision. Mais si ça arrivait tout le temps, on n'aurait pas une perf emploi positive année après année. Voilà, pour aller très très vite. Alors moi, je ne vois pas les questions, mais peut-être. Merci beaucoup. Je vais revenir dessus. Merci beaucoup pour ce détail, tous ces éléments. Alors, en effet, on a quelques questions. Alors, je vais les reprendre. Je vais essayer de les reprendre dans l'ordre. Première question. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer les différents labels de fonds? Alors, il y a différents labels. Tu veux peut-être répondre, Fabien, ou Bon, je peux dire un petit mot, peut-être que tu Ouais. rajouteras un élément, mais si je parle des labels qui sont collés sur mon pare-brise, parce que bientôt il y en a tellement que je ne verrai plus à travers le pare-brise, mais bon, label ISR, c'est l'État français qui le donne. C'est sur la partie action du fonds, là en l'occurrence, puisque moi je ne porte pas d'obligation. Et bon, alors, si vous voulez mon avis, c'est un label très très facile à passer. Nous, on fait partie des acteurs qui étant à la pointe de ces approches depuis très très longtemps. On pousse le gouvernement à monter la barre pour que ce soit plus difficile. Mais c'est quand même une garantie qu'il y a l'intégration de critères extra-financiers dans la sélection. C'est ça le label ISR. Oui. Ça n'oblige pas à avoir des résultats. Ça oblige à dire C'est oui, ça. oui, j'ai regardé. Et là, alors la limite, c'est qu'en effet, et comme le dit très bien Fabien, c'est que ça garantit que des critères ESG vont être pris en compte dans le fonds. Maintenant, la limite, c'est que bon, l'obtention du label, on l'a vu, il y a eu pas mal de critiques, il s'obtient assez facilement. Il y a eu un remaniement de la direction à la direction du label ISR parce que voilà, il y a eu pas mal de polémiques. Mais
on va manquer, je pense, de transparence sur la stratégie du fonds, sur la méthode de sélection au regard des critères ESG. Et c'est pour ça que, en fait, on va avoir des fonds dont la stratégie va être principalement axée sur le G, c'est-à-dire sur la gouvernance. Et donc voilà, c'est qu'aujourd'hui, nous, notre conviction qu'on va avoir sur l'aspect environnemental et sociétal, il faut être capable dans l'analyse et dans l'allocation qu'on va être capable de faire, d'aller plus loin et de transcender un peu ces critères ESG pour vraiment aller dans le fond des choses. Sur le fonds Finansol, je pense que Ah oui, alors bon, Fabien l'a Financial, rappelé très tout à vite. l'heure. Oui, oui, Financial est une association indépendante qui est une association de place qui a un comité de label qui vient, je l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas trop répéter, mais qui demande par transparence le portefeuille de tous les financements solidaires en fin d'année. Là, ils sont en train de le faire, et surtout toutes les opérations qui ont été initiées pendant l'année pour vérifier qu'on est bien dans les purs. Les purs, c'est à la fois la loi qui le donne avec un agrément ESUS. Je ne veux pas passer rapidement sur l'agrément, mais vérifie que ce qu'on dit est fait. Et ça, c'est très important. Et le dernier label c'est le relance. label Greenfin, qui est aussi un label d'État délivré, donc créé par le ministère de l'écologie. Donc le but du label Greenfin est de pouvoir investir massivement dans le financement de la transition énergétique et écologique, et notamment en ayant c'est le seul label qui va avoir des critères d'exclusion sur les secteurs nucléaire et gaz. Au premier euro. Donc, c'est un label très, très exigeant et qui. C'est le seul label qui exclut des secteurs. C'est très important de le rappeler. C'est le seul qui exclut, et c'est un peu tout à l'heure faire le lien avec ce que je disais sur le label ISR, c'est que le label ISR n'a pas d'exclusion sectorielle, il n'est basé que sur des critères ESG. Et c'est ça qui fait que, du coup, le label Greenfin demande beaucoup d'exigences. Mais il n'y a toujours pas de stratégie bas carbone sur un label Greenfin pour autant. Alors, on a une autre question. Donc, en quoi acheter des actions sur le marché secondaire aide à lutter contre le réchauffement climatique? C'est une très bonne question, je pense. En effet, le parti pris est de privilégier principalement les entreprises cotées en bourse, et notamment donc les grandes capitalisations, car c'est elles qui permettent aussi d'assurer la liquidité de l'investissement. C'est le fait de pouvoir effectuer des retraits à tout moment sur son portefeuille, sur son contrat d'assurance vie. Donc, on va sélectionner parfois des groupes plus liquides, et ce qui ne va pas être le cas, par exemple, si on investit sur du crowdfunding ou dans du private equity, parce que faut savoir que ce type d'investissement ne répond pas aux mêmes besoins, et ça ne comporte pas le même risque et pas la même liquidité. Donc, on va sélectionner des fonds d'investissement, notamment des ETF et des OPCVM, donc qui vont investir dans des grandes entreprises et qui ont une faible empreinte carbone ou des objectifs de réduction d'émissions très ambitieux. Donc, c'est ces entreprises-là qui vont naturellement avoir une influence, donc, de par leur décision stratégique actuelle. Et via ces véhicules d'investissement, les sociétés de gestion donc, investissent dans des actions ou des obligations en direct. Et ce sont la taille de ces fonds, et la taille de ces fonds représente plusieurs millions d'euros. Et donc, de fait, les sociétés de gestion ont une réelle influence donc, sur les assemblées générales de ces acteurs économiques, et qui ont la capacité de faire changer les choses. Donc, c'est très important de rappeler ça. Et ensuite, donc l'argent qui est injecté dans ces entreprises est visible dès lors que le biais d'une action, parce que par le biais d'une action, vous devenez actionnaire de la société, alors que par le biais d'une obligation, vous devenez simplement que créancier. Et donc, ce sont on le comprend, c'est deux modes de financement différents. Donc, l'un par la dette, l'autre par le capital. C'est ce que je disais vraiment en introduction. L'épargne sert vraiment à alimenter l'économie, soit par la dette, soit par le capital. Je peux rajouter juste une petite deux choses. La question, là où elle a du sens, c'est que c'est vrai qu'acheter une action n'apporte pas de capital à la société, puisque le capital a déjà été déployé, on passe juste d'un actionnaire à l'autre. Donc, c'est ce que tu disais, Geoffrey, c'est
pardon, ça envoie un signal en disant moi je ne veux pas mettre mon argent et éventuellement gagner de l'argent sur des sociétés qui vont détruire la planète ou ne pas respecter, on va dire, les codes de gouvernance de l'ONU. Donc ça c'est une chose. Mais alors, il y a une autre, dans la question, il y en a une autre, c'est vrai que pour avoir un impact encore plus fort, c'est acheter des actions qui sont émises sur le marché. Donc, nous, on fait ça. Quand je n'ai pas été dans le détail, mais le label Relance induit qu'on est exposé à des petites et des moyennes sociétés françaises, mais surtout qu'on participe aux introductions en bourse et aux augmentations de capital. Et là, pour le coup, là on a un vrai impact avec l'argent qu'on nous confie. Quand une société comme Hoffman Green Cement, qui a inventé un ciment pas zéro carbone, mais très très bas carbone, a besoin d'actionnaires pour son introduction en bourse, nous, on est là. Quand ils ont besoin d'une augmentation de capital pour augmenter leur capacité, avoir plus d'impact, on est là. Et là, pour le coup, c'est des fonds comme les nôtres qui jouent le rôle d'orienter l'épargne pour avoir un impact bien au-delà d'envoyer le signal prix. Je préfère acheter telle société qui a une super trace carbone que celle-là qui en a une mauvaise. C'est d'accompagner dans leur développement en injectant du capital, en participant à des augmentations de capital ou des introductions en bourse des nouveaux acteurs. Mais on ne peut pas faire ça sur un fonds d'1 milliard, encore moins pour les 28 milliards de Mirova. On ne peut pas faire que ça. C'est hyper risqué. C'est la partie risquée du portefeuille et c'est très sympathique. Mais là, pour le coup, quand on parle de performance sur long terme et de volatilité, c'est pas du tout, en tous les cas, notre approche. Donc, nous, on va mettre un peu de tout. Un fonds comme Insertion Emploi, il y a cette partie small et mid cap où on accompagne des acteurs très, très naissants avec des très, très fortes croissances, mais aussi beaucoup de risques. Puis à côté de ça, on a des très, très grosses sociétés qui donnent la liquidité, ça a été important, mais aussi l'assise pour que ce qu'on vous dit aujourd'hui, ce soit toujours vrai dans 5 ans. Parce que si vous faites voter, c'est pas la même chose. Donc voilà, c'est important, cette histoire d'envoyer un signal et la gouvernance, ça c'est acheter des actions qui existent, et puis aussi d'accompagner les nouveaux entrants, enfin pas les nouveaux entrants, mais plutôt les prochaines stars de la cote. Alors, on a une autre question, je pense qui est tout aussi intéressante. Alors, la plupart des fonds ISR n'affichent que les 10 premières positions qui les composent dans leur reporting. Donc, dans votre cas, Mirova, cela représente 33%. Est-ce que les fonds ISR ne devraient pas être liés à une transparence totale? Alors, si je peux me permettre de répondre, tu rajouteras des choses, mais avoir le label ISR, ça impose que quelque part sur le site, et si ce n'est pas le cas de société, il faut appeler Bercy, ça impose de publier tout le portefeuille. Et vous avez tout à fait raison, la question est tout à fait juste. Alors, nous, on a toujours ce top 10. Ce top 10, il est réglementaire pour tous les fonds. On a la carte interactive qui, si vous cliquez région par région, vous avez tout le portefeuille, et on le donne même à nos concurrents, parce que il n'y a pas besoin d'être client. Donc, on peut s'amuser à copier ce qu'on fait. Et sur le site de Mirova, vous allez avoir tous les inventaires. C'est une des obligations du label ISR. Oui, et puis il y a aussi à se poser comme tu dis Fabien, on va sur le site, on retrouve la carte interactive et on voit bien que vous n'avez aucun sujet sur la transparence. Je pense que la question à se poser, c'est qu'au-delà que ce soit réglementaire ou pas, la question à se poser, c'est que quand on voit un partenaire qui a certaines réticences sur la transparence, là, je pense qu'on a des questions à se poser. Nous, quand on effectue notre travail de méthodologie, alors les gérants sont liés à certaines confidentialités. Pour autant, nous, on travaille sur l'ensemble du portefeuille qui compose le fonds pour pouvoir le référencer. Et on n'a aucun mal à communiquer sur ce qu'on a en portefeuille, hein. Je pense que c'est très important aujourd'hui de pouvoir être transparent et de travailler en toute confiance avec ses partenaires et avec ses clients. Parce que si on a une approche qui est franche, on n'a pas à avoir de honte. D'ailleurs, je vais passer quelques slides que je trouve aussi intéressantes et qui permettent de reprendre un peu aussi ce poids, cette pression sur la réglementaire. Et là, c'est ce qu'on voit notamment
je vais les mettre en fond, mais c'est ce qui va être rendu obligatoire avec la réglementation SFDR. C'est-à-dire que désormais, pour les investisseurs, pour les épargnants, les fonds, les sociétés de gestion et tous les distributeurs même vont avoir l'obligation d'afficher le positionnement au regard de la réglementation SFDR, ainsi que la stratégie d'investissement et les incidences négatives d'un point de vue de durabilité. Et donc là, ça va encore apporter de la transparence. Alors, certes, peut-être pas sur les lignes qui sont présentes dans le portefeuille, mais au moins, on va avoir plus d'éléments, et il me semble que c'est très important, sur la stratégie du gérant, sur les incidences en matière de durabilité qui vont être prises en compte. Et je pense que ça aussi, c'est une belle avancée. On a une autre question. Alors, c'est Maël qui rebondissait donc sur la question de Nicolas, qui était d'accord avec lui sur le tablier des positions, puisque ce n'est pas représentatif de la stratégie du fonds et ça permet de conserver une opacité sur une grande partie du portefeuille. Est-ce que Mirova communique tout le portefeuille? Donc, je pense qu'on a une partie de la réponse. Et est-ce que Mirova propose des fonds en private equity sur de l'impact investing? Oui. Je vous ai perdu, mais non, voilà, je suis là. Oui. Alors, ça, c'est la dernière nouveauté chez nous. C'était objectivement un angle mort dans notre approche où on avait beaucoup de classes d'actifs, mais pas celle-ci. Sur le non-côté, on a des expertises très anciennes, le solidaire, les fonds de transition énergétique, sur le capital naturel, mais il manquait le private equity. On a constitué en 2021 une équipe pour venir combler ce trou, qui a structuré un fonds qui est en cours de levée. Qui est un fonds très ambitieux parce que pour une première levée dans ce monde qui n'est pas de notre monde, le groupe Natixis a des filiales de private equity, mais qui ne sont pas SFDR 9 et qui n'ont pas l'approche de Mirova sur ce qu'on a déjà dit, on ne va pas se répéter. Donc, l'idée, c'est je crois, de lever entre 250 et 300 millions d'euros. Première levée, ce qui est beaucoup pour un fonds de ce type, mais on est aussi conscient de l'attente qu'il y a sur cette classe d'actifs et beaucoup d'opportunités qui nous arrivent parce que Mirova fait beaucoup de bruit sur cette approche et malheureusement on dit on n'a pas le véhicule pour vous financer. Sachant que le solidaire, il y a plein de non-cotés qui peuvent avoir un impact sur la transition énergétique, mais moi j'ai des obligations, il faut que ce soit solidaire au sens statutaire du terme, ce qui n'est pas le cas de plein de sociétés. Donc on a un fonds, alors il a un nom un peu compliqué, Mirova, j'ai perdu son nom, je suis pas le commercial ou le gérant de ce fonds, mais en tous les cas on a un fonds, je crois même qu'on a une part réservée aux particuliers, parce que ce sont des fonds surtout pour les institutionnels, mais je crois qu'on a une part réservée aux particuliers. Et peut-être que pour être plus complet, parce que là, franchement, je suis désolé, mais je ne suis pas spécialiste ni du nom, ni des modalités pour faire rentrer les gens sur ce fonds. Je reviendrai vers Geoffrey. Et puis peut-être que toi, Geoffrey, tu relayeras la question. Oui, tout à fait. Je suis désolé, mais… Alors, on a une autre question. Dans votre fonds, la plus grosse ligne est LVMH. Les actionnaires de LVMH sont la famille Arnault à 46%. Et après, ce sont des fonds qui cherchent de la rentable. Quel est votre poids sur cette entreprise pour les pousser à avoir de l'impact au niveau de l'emploi? Alors, bonne question. Et alors, vous voyez qu'on n'a pas que des small et des mid cap, parce que là, on est dans des très, très, très large cap. Alors, la question, c'est évidemment une société qui est contrôlée par la famille Arnault. Moi, ça ne me pose pas de problème quand il y a une famille qui contrôle. J'aime assez même, parce qu'il y a une forme d'alignement d'intérêt entre un actionnaire minoritaire comme nous et des gens comme ça qui doivent passer les générations. Ça, c'est une chose. Par contre, on a un petit problème. Je ne sais pas si c'est dans la question, mais en tous les cas, on a un problème avec la famille Arnault, évidemment, parce que la famille elle envoie des signaux dans la façon dont elle se comporte. On a été très, très embêtés quand il y a eu une polémique sur la volonté de fiscalisation de Bernard Arnault en Belgique. On a fait beaucoup de bruit là-dessus. Alors nous sommes tout petits, même si on a 28 milliards d'encours, mais on est tout petit au capital
de LVMH et c'est pas nous qui allons faire plier ce monsieur, mais par contre, nous, on fait des coalitions, c'est-à-dire qu'on est à la pointe de ce combat. Ce combat, là, on parle d'un combat un peu sur la gouvernance et la pratique des dirigeants. Et comme on est à la pointe, on peut embarquer avec nous des gens qui n'ont pas les moyens de recherche, qui n'ont pas peut-être les mêmes convictions et qui sont peut-être plus gros, mais qui n'ont pas les mêmes moyens. Et hop, on fait des coalitions de place. Il y en a eu beaucoup, beaucoup, et on est à la pointe de pas mal de coalitions là-dessus. Et dans ce cas-là, on avait fait ça, c'est-à-dire de rassembler plein d'investisseurs en disant, écoutez, monsieur Arnaud, vous êtes gentil, mais ce serait bien que vous restiez fiscalement en France, parce que finalement, vous vendez du Made in France. Et là, je vais faire le lien avec votre question. Donc, le poids exact qu'on a chez LVMH, je ne le sais même pas, mais on est bien en dessous de 1% parce que la société est énorme et on est ultra minoritaire. On est toujours ultra minoritaire, sauf sur des toutes petites sociétés qu'on accompagne en introduction en bourse où on peut jusqu'à 10% du capital. Mais attention au risque et là, pour le coup, on a un impact et un lien direct avec la société. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pression on ne peut pas faire pression sur LVMH, mais par contre, si c'est dans le fond, c'est que c'est le plus gros créateur d'emplois en France sur les 10 dernières années, en tous les cas dans les sociétés que vous voyez dans le CAC 40, et y compris dans notre fonds. Je n'ai pas besoin de lui faire la leçon, puisque je vous rappelle que le business model de LVMH, c'est une constellation de marques en grande partie françaises, et ils vendent du Made in France, d'exception pour certaines marques, ou du luxe qui n'est pas d'exception, parce qu'on a Hermès aussi dans le fond, où là pour le coup on est dans le super luxe. Mais le point commun de ces deux maisons, Hermès et LVMH, elles sont familiales et elles investissent massivement pour suivre une demande très forte, parce que LVMH ne crée pas des emplois pour créer des emplois, c'est parce que leur chiffre d'affaires progresse beaucoup et que les gens partout dans le monde apprécient le sac machin, le champagne bidule ou les montres ou je ne sais quoi. Et c'est le fait qu'elles soient fabriquées en France qui fait ça. Donc, pourquoi est-ce que c'est dans le fond, surtout à une telle taille? C'est que ça répond à notre triptyque, création d'emplois massive, et en plus partout en France. Si vous regardez sur le site internet, vous allez voir de LVMH un peu partout. Et puis moi j'aime beaucoup ce qu'ils font, parce qu'ils vont aller dans les petits villages où ils récupèrent un actif industriel qui a été, parce que le textile est parti il y a 20 ans. Il y a toujours de la main-d'œuvre, des gens qui cherchent du boulot. Et eux, ils cherchent des sites. C'est pas du tout à Paris. LVMH, c'est partout en France. Et ils ont toujours plein de sites, une ganterie ici, un truc de chapeau à droite. Ils ont plein de projets. Donc nous, ce qu'on regarde, c'est cette dynamique. Elle se poursuit. Et franchement, on est très, très à l'aise sur les perspectives de création d'emplois en France d'LVMH et Hermès. On est moins à l'aise sur la façon dont la famille Arnaud gère son patrimoine, mais ce n'est pas notre problème finalement. On n'a pas de moyens pour tordre le bras de monsieur Arnaud. Si franchement il fait trop n'importe quoi, on pourra sortir pour cette raison, mais en tous les cas, jusqu'alors, dans notre grille extra-financier, c'est la moins bonne note possible. C'est-à-dire que on n'est pas rentré dans le détail, mais on a des sociétés qui sont tout en haut dans notre échelle, 5 sur 5, on va dire comme ça, les meilleures, qui apportent vraiment des solutions pour le développement durable et les objectifs de développement durable de l'ONU. Il y en a qui sont un peu moins, et puis il y en a qui sont neutres. Neutres, LVMH, c'est neutre. Je ne vais pas vous faire croire qu'LVMH, en faisant des sacs et du champagne, va sauver le climat, va sauver le monde. Par contre, donc c'est neutre. C'est neutre par rapport aux objectifs de développement durable. Ça ne détruit pas non plus massivement la planète. Et inversement, ça a un impact social très, très fort. Donc, on la rattrape dans notre fonds. C'est comme ça qu'on voit, et c'est ça qui va faire le poids. Si c'est tout en haut du portefeuille, c'est que c'est très liquide, et c'est important d'avoir, si y avait une société minuscule tout en haut du portefeuille, vous pourriez me dire, mais dites donc, si jamais vous voulez vendre, vous allez avoir un souci, pas de problème sur LVMH. Du gros potentiel financier, énorme contribution à la performance sur 5 ans, énorme potentiel, mais aussi passé sur l'emploi en France. Donc, on rentre dans notre épure et on garde nos positions. On les challenge quand il faut les challenger. Ça, c'est le rôle de notre équipe extra-FI. Si ça n'est plus éligible, ça sortira de mon fonds. Ce n'est pas moi qui fais la note extra-FI, c'est les analystes extra-FI qui sont indépendants de la gestion. Mais la question avait le mérite d'être posée. Et oui, je pense que c'est bien d'aller creuser et de s'intéresser à ce qu'il y a en portefeuille, à ce qu'il y a sous le capot, entre guillemets, parce que c'est vraiment comme ça que l'épargne aura un impact. Plus on va réclamer de la transparence, de comprendre les choses, d'aller dans le fond des choses, que les investisseurs puissent vraiment aller regarder ce qu'il y a, c'est ce qui va inciter tous les institutionnels, tous les partenaires à eux aussi mettre le nez dedans et à faire progresser
et à faire progresser la finance dans ce sens-là. Alors, autre question, quelle est la vision de Goodvest ou de Mirova pour 2022 sur la potentielle rotation croissance vers value? J'imagine que les fonds Goodvest ne sont pas très exposés value, vu que ce ne sont pas souvent les sociétés les plus exemplaires côté ESG. Alors, en effet, hein, on a amorcé une rotation sectorielle, hein, depuis la sortie de crise. Et puis on pâtit, on peut avoir tendance à pâtir de cette situation. Pour autant, on reste confiant. On sait qu'il y a beaucoup de volatilité, il y a beaucoup de secteurs qui bougent. Là, on l'a vu, on voit avec le CAC, hein, qui fait des zigzags. Mais voilà, pour autant, on protège nos portefeuilles. On va pas hésiter à, voilà, en ces temps un peu compliqués, peut-être, d'aller chercher plus de sécurité sur des poches obligataires. Et on est conscient que voilà, 2022 s'amorce un peu comme une année assez particulière. On a eu une fin d'année 2021 assez extraordinaire sur les marchés. Là, il y a des positions qui ont chuté en début d'année. Donc voilà, à voir comment va se dérouler 2022. Il y a pas mal d'attentes, d'attentes qui sont sous-jacentes, comme les discours de la Fed, ces obligations réglementaires. Donc voilà, est-ce que 2022 va se comporter comme 2021, 2020, notamment sur le ESG? Voilà, ça reste à voir. En tout cas, enfin, voilà, il y a pas de boule de cristal. On sait qu'il y a de la volatilité sur les marchés. Euh, il faut continuer d'investir, je pense, de manière régulière et lissée. Ça reste une stratégie qui fait ses preuves, surtout dans des situations comme celle-ci, hein. Alors, quelle démarche concrète pour investir dans votre fonds solidaire? C'est une très bonne question, je pense. Bah, tout simplement, vous pouvez investir dans le fonds insertion emploi dynamique, directement depuis le contrat, Goodvest, hein. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de goodvest.fr. Vous pouvez, faire une simulation. Hein, donc voilà, tout simplement, vous allez voir, hein, comme je l'ai répété, on vous propose jusqu'à 6 thématiques d'investissement. Vous pouvez choisir, alors le thématique transition écologique est par défaut sur tous les portefeuilles, mais vous pouvez choisir 2 thématiques comme transition écologique et emploi et solidarité, auquel cas vous aurez un très bel investissement sur le fonds de Fabien. Est-ce que je peux rajouter juste un mini mot, parce que la question, je ne l'ai pas vue, mais tu l'as lu, mais juste rappeler une chose, je l'ai dit très vite, mais les fonds solidaires à 100%, c'est interdit pour les particuliers. 5 à 10%, voilà, est considéré solidaire un fonds qui n'a que 5 à 10%. C'est quelquefois très décevant pour certains qui voudraient qui seraient hyper convaincus qu'il faut mettre 100 sur un fonds solidaire pur. C'est interdit. Parce que c'est la non coté. réglementation, c'est la C'est loi la réglementation qui l'interdit. Ce sont des fonds réservés aux professionnels. Et même notre fonds dont j'ai parlé rapidement, qui s'appelle Mirova Solidaire, il est réservé aux professionnels, mais les professionnels ne peuvent l'associer à une allocation qu'à hauteur de 10% maximum. Donc, c'est pas parce que c'est une bombe à sous-munition, hein, c'est pas du tout ça. C'est pas parce que c'est hyper risqué, c'est que c'est pas liquide. C'est pas liquide et que c'est une forme d'investissement non coté qui est réservée aux institutionnels et aux, C'est aux très important professionnels. de rappeler ça parce que c'est vrai que Voilà. souvent on dit qu'on investit sur des grosses sociétés qui sont cotées, etc. Mais il y a quand même une notion très importante à prendre en compte, notamment sur de l'épargne et notamment sur de l'assurance vie, c'est la liquidité et la prise de risque des épargnants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aller avoir une allocation entière sur des titres non cotés ne vous garantit pas de liquidité. Or, aujourd'hui, lorsqu'on est épargnant, eh bien, dans son allocation, il faut être conscient du risque et de son horizon de placement et de la liquidité. C'est-à-dire que demain, si j'ai quoi que ce soit dans ma vie qui m'arrive, que j'ai besoin de retirer de l'argent, eh ben, c'est cette liquidité qui permet qu'à tout moment, je peux effectuer des retraits.
hein, et des rachats sur mon contrat d'assurance vie. Donc voilà, il faut le rappeler et c'est pour ça que et cette liquidité pardon, est assurée par ces titres cotés de grands groupes, hein. C'est ce que permet, c'est ce que garantit, le marché, notamment le marché secondaire. Alors, une question pour Fabien. Comment expliquez-vous la performance du fonds depuis le début de l'année? Éventuellement en raison, des tensions sur les taux, peut-être? Oui. Oui, oui. Ah ben, ça recoupe tout à fait avec la question à laquelle tu as répondu, qui était la question piège. La vue de Goodvest sur les rotations de style, ayant en tête que, vous l'aurez compris, parce que je ne l'ai pas dit comme ça, mais je pense que ça transparaissait dans le discours, un fonds comme celui-ci qui investit avec ces filtres-là est exposé par construction, surtout surexposé sur des sociétés de croissance, puisque ne crée des emplois en France que des sociétés qui vont bien même très très bien, qui galopent. Et quand on galope en bourse, on est vite repéré comme étant des sociétés qu'on ne paye pas le même prix que ceux qui sont soit hyper cycliques, soit value, parce qu'avec grand problème, si vous adorez la banque, c'est très sympa la banque en ce moment, depuis le début de l'année, mais enfin, c'est moins 60 sur 10 ans, parce que c'est un secteur en difficulté, qui se fait attaquer de toutes parts, qui est hyper régulé, et en plus qui a souffert de la baisse des taux. Donc voilà. Donc moi, j'ai pas de banque, hein. Les banques, ça ne crée pas d'emplois en France, ça en détruit, malheureusement, depuis 10 ans. J'ai pas de banque, et je me porte bien, parce que si j'en avais, je devrais justifier d'avoir une Société Générale qui fait un plan social par an. Donc je n'en ai pas, et je ne peux pas en avoir. Ça, c'est important de bien comprendre que l'ADN de ce fonds ne peut pas bouger parce qu'il y a une rotation de style depuis le début de l'année, hein. Je ne peux pas tout vendre et acheter de l'auto qui doit s'adapter au post-Covid à un monde difficile, ou de la banque, parce que la banque, c'est ce qui monte. Donc moi, je ne suis pas très maniable. Et la question sur les fonds ISR, il y en a qui sont plus maniables que d'autres. Même chez Mirova, on a des fonds qui n'ont pas ces filtres aussi stricts, qui ne sont pas greenfin, qui ne sont pas solidaires et qui sont multithématiques. Ils peuvent avoir des banques italiennes. Moi, je n'ai pas de banque italienne. Donc voilà, moi, je suis peu agile, et je ne m'en porte pas plus mal, mais par contre, il y a des moments où ça fait très, très mal. En 2021, il y a déjà eu des petits moments de solitude, hein. Entre février et mi-mars, je peux vous dire que le fonds Insertion Emploi, il faisait peur parce qu'il baissait avec le marché qui montait. On avait un énorme rally value. Mais celui qu'on a depuis le début de l'année, il est particulièrement violent, il est particulièrement puissant, et il est lié en effet, ça a été dit dans la question, à des anticipations sur les marchés de taux qui sont en train de paniquer. Alors moi, je regarde toujours mes collègues gérants obligataires avec des grands yeux, parce que ça fait 1 an que l'inflation fait ça. Et tout d'un coup, là, c'est la panique sur les taux. Bon, l'inflation est montée à 7%, mais les taux étaient toujours négatifs, hein, sur les taux longs. Et tout d'un coup, la Banque centrale s'est dit, oui, quand même, il faudrait peut-être que je remonte les taux. Enfin, ça fait longtemps qu'il y a des problèmes là-dessus. Et tout d'un coup, c'est la panique absolue. Et alors, qui dit panique, dit on vend tous les secteurs très chers. On achète la banque, l'énergie, je ne sais pas quoi, là, tous les moins chers, parce qu'ils sont sensibles dans les rally value. Bon, c'est très bien. Enfin, moi, ça ne me fait pas changer une chose. Moi, la première chose que je fais avec notre équipe, quand on a des titres qui se font attaquer, comme on en a à moins 25 depuis le début de l'année, là, je regarde la variation des bénéfices qui est attendue, alors qui est toujours la même. Si je prends Accenture, qui est une société que j'aime bien, de services informatiques, 600 000 salariés, ils ont un carnet de commandes, on n'a jamais vu ça. Ils n'en peuvent plus, ils n'arrivent pas à servir leurs clients tellement tout le monde veut basculer vers le cloud. Pour ceux qui sont en retard et ceux qui sont en avance, ils veulent continuer. On prend Accenture, c'est le leader mondial. Bon, la croissance des bénéfices, c'est 35% par an. Elle accélère. Elle se payait 35 fois les bénéfices ou 40 fois. Là, elle a baissé de 25%, parce qu'elle a le malheur d'être une valeur chère qui est positionnée sur le secteur IT, et ça tape sur le Nasdaq. Bon, très bien. Moi, je rachète des Accenture. Je suis désolé, mais ce n'est pas la hausse des taux de 20 BP ou 50 BP de la Fed qui va faire qu'on ne commande plus, qu'il n'y a plus des grands contrats de BPCE pour passer sur le cloud. Je suis désolé, ça n'a aucun rapport. Donc, quand ça se déconnecte comme ça, alors ça peut se déconnecter dans l'autre sens, hein. On peut avoir des titres qui montent de 80%, alors que la croissance des bénéfices est à 30%, ce qui était un peu le cas d'Accenture, hein, parce que ça se paye de plus en plus cher. Mais on a l'habitude de ça, et moi, je ne panique pas. En revanche, je suis au pire endroit. C'est-à-dire, j'ai pas de banque. J'ai regardé ce matin, hein, parce que je suis très questionné comme ça. Il y a 3 secteurs qui sont en positif depuis le début de l'année: banque, énergie, matières premières. J'en ai pas une. Par contre, vous regardez tout en bas, c'est la techno, c'est les énergies renouvelables, c'est la santé. Bon, moi, j'ai vachement d'énergie renouvelable, de techno et de santé. Donc, en effet, moins 11 depuis le début de l'année, dans un marché à moins 5. Mais la croissance MSCI
croissance depuis le début de l'année, c'est -11. Donc moi, mon fonds suit la croissance, ça a toujours été le cas. L'année dernière, ça a été finalement égalité. Il y a eu des rallyes dans tous les sens. Le fonds a souffert par moments, a beaucoup rattrapé à d'autres, parce qu'en fait, on avait des gagnants et des perdants. Là, j'ai que des perdants. Bon, c'est comme ça, mais pour les plus techniques, et Goodvest fait partie de cela, la tracking erreur du fonds est de entre 6 et 7%. J'ai perdu ma tracking erreur en 20 jours, ce qui mathématiquement n'arrive jamais, sauf que là, c'est arrivé. C'est-à-dire, c'est en ça que le rallye est puissant et il va très vite, dans des amplitudes énormes, mais les mathématiques nous disent que ça veut dire que ça va rebondir un jour ou l'autre, je ne sais pas quand, mais je ne crois pas, si on tire les courbes telles qu'elles sont parties, hein, on aura la value qui va faire plus 30 et la croissance moins 80, je ne crois pas à ça. Donc ça va se calmer, je ne sais pas quand, ça va se calmer, mais si vraiment il y a trop d'inflation et que les taux montent trop, ça va casser la croissance. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de croissance. Et les secteurs value, c'est des secteurs très cycliques. Je veux bien qu'on anticipe la croissance sur ces secteurs, mais s'il n'y a plus de croissance, il faut être, pour le coup, positionné sur des secteurs défensifs de croissance type IT, enfin services informatiques. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas hyper inquiet. Je suis inquiet pour ceux qui... C'est pour ça que je ne veux pas qu'on croie qu'un fonds comme celui-là marche sur l'eau. Ce fonds, il a des biais. Les biais s'expliquent. Les biais sont assez permanents. Et moi, je ne peux pas courir à travers tout ça. Donc, j'ai un peu l'impression d'être snipé, là. Tous les fonds ISR, j'ai regardé des fonds croissance pure, ils sont à -16 depuis le début de l'année, donc ça fait vraiment très très mal, mais ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et à mon avis, historiquement, hein, c'est quand on fait l'ATE en 2 mois ou 3 mois, ce qui m'est déjà arrivé, mais en un mois jamais, qu'il faut plutôt acheter ce genre de fonds. Mais bon, je ne suis pas là pour faire des conseils là-dessus, et surtout pas de spiel. Moi, j'aime bien l'idée d'investir de façon le plus régulière possible. Il y aura des bons achats, des mauvais achats, au sens du timing, mais au moins, on se prend un petit peu moins la tête. Mais c'est vrai que les conditions sont très, très particulières. Et je vois que ça continue un petit peu comme ça, avec des taux qui montent. Enfin, les taux sont quand même encore très, très, très bas. Et c'est pas parce que les taux montent un peu que j'ai envie d'acheter des secteurs qui font de la destruction d'emplois et de la destruction de richesses depuis 10 ans. Enfin, franchement, moi, je ne fais pas comme ça. Donc, ce qu'on va espérer, c'est un espoir, c'est que la saison des résultats ramène un peu, là, par exemple, on est Voltalia, la +6 sur ses résultats, parce qu'ils sortent une croissance de 70% du chiffre d'affaires. Bon, elle était sur un an peut-être à -60. Bon, ça rappelle quand même qu'il y a une déconnexion par moment dans les deux sens, hein, entre la réalité, le fondamental, et puis ce que les marchés veulent bien penser, parce qu'évidemment, c'est des opérateurs de champs renouvelables très sensibles aux taux sur très longue période, ils sont endettés, c'est des durations longues, on peut dire qu'avec les taux, on perd 20% dessus, mais même pas 60%. Donc voilà, moi je ne suis pas hyper inquiet, sauf qu'il y a beaucoup de remontées évidemment comme ça en ce moment, parce que c'est très très violent. Alors, le juge d'heure, autre question, on a eu pas mal de questions, hein, c'est super. Alors, le juge de paix n'est-il pas le classement SFDR? 9, recherche d'impact, 8, intégration ESG, 6, Voldemort. Alors, ouais, pour moi, d'un point de vue personnel, là, on le voit en plus hein, sur la slide qui est présente, les articles SFDR, c'est que est-ce que le fonds va avoir un objectif d'investissement durable? Pour moi, toute la question encore, c'est de comprendre la valeur des valeurs. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met derrière le terme investissement durable? Et c'est toute la problématique à l'heure actuelle. Enfin voilà, c'est toute la problématique, c'est qu'est-ce qu'on va aller trouver derrière? Quelle va être la stratégie? Et surtout, sur quoi on veut se focus en matière d'investissement durable? Est-ce qu'il faut privilégier, comme on l'a dit en introduction, peut-être d'avoir une stratégie bas carbone? Parce que dans un monde à 4 degrés, et bah, ça va être difficile de faire coïncider des exigences de sociabilité et de gouvernance avec les risques qui sont liés. Donc voilà, pour moi, il y a encore de la matière derrière ces différents articles pour vraiment avoir des critères stricts sur ce vers quel monde on veut aller. Je pense que c'est ma position là-dessus. Alors, autre question, agissez-vous également en tant que LP auprès d'autres fonds à impact comme l'ITA par exemple? J'ai pas entendu le verbe. Agissez-vous en tant que ou J'ai le LPS, je suis désolé, j'ai pas l'acronyme. FPS, c'est notre fonds Non, solidaire. LPS,
auprès d'autres Ah fonds non, à impact. LPS, qu'est-ce que ça veut dire LPS? Peut-être que les Limited personnes... Partner, pardon. Limited Partner, ah oui, oui, d'accord. Alors, pardon, je ne comprenais pas la question. Alors, je vais essayer de faire simple. Limited Partner, c'est quand on intervient dans des fonds de private equity et qu'on prend des positions en private equity. Attendez, juste une seconde. Oui. Vous voulez... Je passe un autre jour. Je suis désolé, j'ai une vraie urgence. Est-ce que vous pouvez me donner une minute? Oui, bien sûr, pas de Une problème. minute. C'est pas par rapport à la question, c'est juste que j'ai quelqu'un à qui je dois donner un papier et je reviens avec vous. Merci, Pas de désolé. problème. Bon, en tout cas, merci à tous pour ces questions. C'est un réel plaisir de pouvoir, échanger et de voir que ça suscite autant d'intérêt. En tout cas, j'espère qu'on a été clair, sur ce qu'on a dit et surtout n'hésitez pas à vous rendre sur, goodvest.fr pour, effectuer une simulation. Si vous êtes professionnel du patrimoine et que vous voulez en savoir plus sur Goodvest et également pour que, on puisse travailler ensemble, je vous invite également à prendre contact avec moi, pour qu'on puisse échanger, que je vous montre, que je vous explique plus en détail, notre manière de travailler. Peut-être qu'on pourra également, travailler ensemble, en tout cas je l'espère. Je vois qu'il y a la question de Franklin et puis, il y a une autre question, qui est une idée de l'impact de CO2 de LVMH et Hermès. L'industrie, de la mode est un des plus gros, pollueurs. Alors, en effet, il y a pas mal de polémiques sur, voilà, la méthode de consommation et de production, liée à ces industries, du luxe. Hem pour autant, voilà, on l'a enfin, je pense qu'il y a différents critères à prendre en compte. C'est déjà la liquidité du fonds, et d'aller chercher aussi de la rentabilité et puis il y a quand même aussi une chose à prendre en compte, c'est que, on est aussi dans une société qui est ce qu'elle est avec, beaucoup de critiques, sur la surconsommation, sur la surproduction, ça c'est certain. Par contre, il y a quand même aussi une nécessité claire et nette d'accompagner, ces gros acteurs et je pense que ça doit venir aussi du marché, aussi de la demande, de justement insister, sur le fait qu'il y a de plus en plus la volonté d'avoir des acteurs verts, d'avoir des acteurs qui s'engagent vraiment, c'est pas de greenwashing, hein, mais qui s'engagent vraiment et rapidement pour modifier, leur tendance de production, leur image et leur manière de consommer. Et ça doit aussi, venir de la base des consommateurs. Parce que si les consommateurs si les épargnants vont aller réclamer de la finance responsable avec des vrais critères de transparence, ça va obliger les partenaires, les sociétés de gestion à eux aussi aller chercher, des actifs qui correspondent à ces critères-là. Les entreprises vont voir que si elles veulent retrouver du financement, elles vont devoir répondre à certains critères, donc elles vont elles vont revoir de plus en plus leur manière de produire et puis on va avoir enfin ce quatrième rouage, qui est tout simplement la réglementation, qui va imposer de plus en plus aux acteurs financiers et aux acteurs économiques des règles, de plus en plus strictes qui vont aller, sur la limitation de l'impact en matière de pollution, en matière d'environnement, en matière de biodiversité, en matière, sociale, hein et je pense que ça passe par là. Alors oui, il y a beaucoup de gros acteurs qui sont critiquables, mais il faut aussi savoir les accompagner. On ne peut pas faire que du private equity, et il faut leur mettre des contraintes et les contraintes, ça passe aussi par les épargnants, et ça passe aussi par les investisseurs. C'est qu'aujourd'hui, il faut, prendre conscience de ça et et que l'argent puisse aussi se diriger massivement, vers des fonds durables et qu'on réclame de plus en plus d'exigences en matière de transparence, en matière de critères, de durabilité, que, tous ces rouages, c'est-à-dire la finance, les entreprises et l'État prennent conscience de ça et qui
change de plus en plus les règles du jeu et qu'on ait des règles du jeu, en fait, que demain, la norme soit peut-être d'avoir une stratégie bas carbone, hein. Et donc, oui, ça passe par là. Ah, on t'entend pas, attends, Fabien. Oui, Ouais. oui, je suis navré, J'ai refait une question euh, en attendant. oui, oui, super, super. J'ai entendu juste la fin. Alors, je revenais sur la question. Et sommes-nous investis dans des fonds de private equity? Je pense que c'est ça la question. Et on parlait de l'ITA. Alors, moi, dans mon fonds Insertion Emploi, directement, je n'ai pas le droit de faire du private equity en fonds parce que c'est un fonds ouvert qui a une valeur liquidative tous les jours, alors qu'un fonds de private equity, on met de l'argent aujourd'hui et pendant 10 ans, on est complètement bloqué. Donc, je ne peux pas le faire. Par contre, on a notre fonds Mirova Solidaire qui est un FPS, fonds professionnel spécialisé. Lui, il a le droit de faire ça et on le fait. On a des lignes en private equity dans des fonds impact qui vont au-delà du solidaire, qui ne sont pas solidaires, mais qui sont pour nous, qui accompagnent plein de sociétés qui ont des impacts positifs. On peut le faire et on est dans ce cas-là LPS. Mais on le fait à travers notre fonds, parce que lui, il a le droit. On a le droit, avec un fonds comme ça non coté, on a le droit de prendre des positions. Alors par contre, l'ITA, on investit chez l'ITA, mais on n'investit pas, l'ITA n'a pas de fonds de ce type, c'est pas de fonds de private equity. Par contre, nous, on finance l'ITA. On les a accompagnés en financement parce que c'est un acteur de l'économie sociale et solidaire qui fait, je vous le rappelle, du crowdfunding à impact. Et nous, on est là pour non pas prendre des participations à travers l'ITA, parce qu'on les prend directement, mais par contre pour accompagner la structure l'ITA en elle-même. Donc on est un des financeurs de l'ITA, et quand on fait des financements comme ça, on ne les fait pas tout seul, on est avec France Active, on est avec Inco, on est avec Amundi, on est avec tous les acteurs de la place. Donc voilà, on accompagne l'ITA, on est un petit financeur, hein. Il y en a qui sont bien plus gros que nous chez l'ITA, mais on les connaît bien. Et ils font des choses qui sont complémentaires à tout ça. C'est une autre façon d'investir son argent directement dans des projets. Attention, c'est risqué, hein. C'est risqué parce que là, c'est vous qui allez directement placer une partie de votre épargne dans des projets qui peuvent marcher très bien ou marcher moins bien. Après, il faut bien être diversifié, donc il faut faire attention à ça. Mais en tous les cas, c'est comme ça qu'on connaît l'ITA, qui s'appelait avant 1000 Impact. Super. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Merci Fabien pour cette présentation et pour l'honnêteté de tes réponses, cette transparence. Je pense qu'on en a bien besoin. Merci à tous pour votre participation, pour toutes les questions. Ça a traîné un petit peu, mais du coup, c'est tant mieux. Merci beaucoup. Voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur goodvest.fr et à regarder de plus près ce qu'on fait. Merci à tous et je vous dis à très bientôt. Merci Fabien, très bonne journée. Merci pour votre Au accueil et revoir. pour toutes vos questions intéressantes. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.